l'Inde acheva son indépendance au milieu d'événements dramatiques. Le 6 août 1945, l'Amérique lançait la bombe atomique sur Hiroshima et 2 jours plus tard sur Nagasaki. Ces nuages toxiques jetèrent une ombre noire sur l'histoire contemporaine. Le monde fut témoin de la folie qu'une guerre nucléaire pouvait engendrer. La Seconde Guerre mondiale se terminait à peine que déjà se profilait à l'horizon l'émergence de la guerre froide. 2 superpuissances essayaient d'étendre leur influence à travers un système d'alliances militaires qui encourageait la course aux armements, mettant en péril la fragile paix mondiale. La récente indépendance de l'Inde porta un coup dur au colonialisme mondial. En avril 1955, les dirigeants de 29 pays se réunirent à Bandung, en Indonésie. Leur but était de réitérer leur engagement en faveur de la paix mondiale et de témoigner de la solidarité afro-asiatique. 10 années s'étaient écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Presque tous les participants de la conférence de Bandung avaient acquis récemment leur liberté. Les pouvoirs coloniaux étaient contre les revendications d'indépendance de leurs anciens sujets. La conférence de Bandung s'ouvrit sous de mauvais augures. Un avion d'Air India, le Kashmir Princess, avait été affrété pour transporter le Premier ministre chinois. Or, celui-ci n'embarqua pas. Les officiels chinois et leurs homologues indiens étaient les passagers du Kashmir Princess lorsque celui-ci explosa en plein vol. Plus tard, l'hypothèse d'un éventuel sabotage fut émise. La Chine communiste n'avait pas été reconnue par les États-Unis et ses alliés, et quelques autres, qui ont une frontière avec la Chine. Aussi, il n'y avait pas d'autre moyen aussi aisé pour les Chinois d'aller à Bandung que de prendre un avion d'Air India. Il semble que les agents de Chiang Kai-shek aient voulu donner une leçon aux Indiens et aux Chinois en faisant mettre une bombe dans l'avion, lequel, à ce qu'il semble, s'est écrasé quelque part en mer de Chine. Jawaharlal Nehru, alors Premier ministre de l'Inde, dominait la session. C'est à cette occasion qu'il développa une seconde fois sa célèbre doctrine du Panchil, son mantra en faveur de la paix. Il l'avait tiré des racines profondes de la civilisation, des préceptes bouddhistes, les 5 nobles voies. Quand il laissa le mot Panchil être utilisé, il employa consciemment un terme appartenant à la métaphysique bouddhiste. Ce n'est pas un mot sanskrit, c'est un mot bouddhiste. En d'autres mots, il a essayé de donner un statut doctrinal, affirmant que non seulement ces États nouvellement indépendants veulent que leur souveraineté et intégrité territoriale soient respectées, mais plus encore, et au-delà, qu'ils devraient avoir la même importance de principe en politique étrangère que, disons, Washington, ou Berlin, ou Paris, ou tout autre. Nehru savait bien que ce n'était pas suffisant, que pour prévenir la guerre et contrôler la course aux armements, il était impératif d'écarter les causes de la guerre en renforçant les structures sociales qui soutiennent la coopération pacifique. Nehru déclara « Tous nos rêves ont été réduits en cendres. Le Panchil avait le pouvoir de réaffirmer la souveraineté et l'égalité entre les nations. Un accord de non-ingérence et de non-agression. » Ce n'était pas une doctrine qui s'inscrivait en réaction d'une autre. Elle avait sa propre cohérence interne. Elle a créé, ou cherchait à créer, un climat à l'intérieur des États asiatiques et entre ces États, pour faire en sorte que leur intégrité territoriale et leur souveraineté nationale soient reconnues.
Après la conférence de Bandung, Nehru fut reconnu comme un homme d'État à part entière et comme le porte-parole du monde afro-asiatique. La politique étrangère de Nehru coïncidait avec le besoin urgent d'assurer à l'Inde son indépendance en matière de sécurité. Il avait compris d'instinct que si son pays désirait aller de l'avant, s'il devait assurer la nourriture et les besoins de millions d'affamés, il devait atteindre un climat de paix. À aucun moment de l'histoire contemporaine de l'Inde, un homme n'eut une vision si claire et si liée avec la politique étrangère de l'Inde. Aucun homme ne la formula mieux que lui, ni avec autant de conviction. Je ne suis pas un sage. Je suis seulement quelqu'un qui a consacré la moitié de sa vie aux affaires politiques. De ces affaires politiques, j'ai appris quelque chose. Et principalement, ce que j'ai appris, c'est combien les hommes d'expérience se comportent souvent d'une façon vraiment stupide. Il y a de nombreuses années de cela, le glorieux fils de l'Inde, le Bouddha, a dit « La seule réelle victoire est celle où tous sont également victorieux et où il n'y a de défaite pour personne. » Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a vraiment que cette victoire possible. Tout autre conduirait au désastre. Seulement quelques années plus tôt, le mantra du Panchil avait servi de préambule au traité signé entre l'Inde et la Chine. Nehru devait maintenant rendre visite à son voisin asiatique. Il fut accueilli avec enthousiasme comme un ami. Ces jours furent un grand succès en matière de politique étrangère pour Nehru, et il navigua dans l'arène internationale avec tous les égards dus à un homme d'État et à un grand visionnaire. À ce moment-là, les nouvelles nations formèrent officiellement le mouvement des non-alignés à Belgrade en 1961. Nehru, Nasser d'Égypte, Tito de Yougoslavie étaient reconnus comme les architectes de ce tour diplomatique international. Nous avons organisé notre premier sommet à Belgrade en septembre 1961. Et c'est pendant cette période, comprise entre 1956 et 1961, qu'il serait vrai de dire que le vieux monde a abandonné ses prétentions et que le nouveau monde est apparu comme la nouvelle puissance dominante. La reconnaissance de l'Inde comme le leader des pays non alignés lui apporta un grand prestige. L'Inde était invitée à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans l'organisation internationale. La naissance du mouvement des pays non alignés eut un développement crucial, car il tombait au moment même où le monde se divisait en deux. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, l'Union soviétique. Mais Nehru vit cela de façon positive. Le non-alignement permettait de ne pas rester passif, d'être autonome et de prendre des décisions dans l'intérêt de la nation. Un pays grand comme l'Inde ne pouvait devenir le partisan d'un seul camp. Notre politique, en ce sens, n'est ni nouvelle, ni passive. C'est une politique active en faveur de la paix. Le nouvel exemple indien encouragea plusieurs autres pays récemment indépendants à affirmer leur autonomie en matière de relations internationales. Mais pour un pays comme les États-Unis, le choix était clair. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Ils ont vu l'Inde montrer le mauvais exemple aux nations émergentes. Ces nations, qui n'avaient ni puissance politique, ni puissance économique, ni même de puissance militaire, se sont tournés vers eux et leur ont dit « Nous ne voulons pas devenir vos subalternes, ou ceux de quelqu'un d'autre. Nous avons notre propre point de vue. » Ils ne voulaient pas que cela arrive parce qu'ils pensaient que cela affaiblirait le camp capitaliste vis-à-vis du camp communiste. Nehru entretenait des relations cordiales et spontanées avec l'Union soviétique, ce qui créa un climat de suspicion à l'Ouest à l'égard de la doctrine de non-alignement. Mais Nehru désirait moderniser au plus vite sa nation et choisit de développer une économie mixte basée sur la participation du secteur privé dans le processus de planification
et sur une intervention de l'État dans l'industrie lourde, inspirée du modèle socialiste. Les soviétiques ne restèrent pas sans réponse aux besoins de l'économie indienne. Aussi proposèrent-ils une aide économique à Nehru lorsqu'il entreprit la construction des premières usines d'acier, au moment où l'Ouest suspicieux lui avait tourné le dos. Plus encore, les liens culturels entre les deux pays favorisèrent beaucoup leurs relations amicales. Le célèbre Raj Kapoor, la star du cinéma indien, rencontrait un très vif succès en Union soviétique. Et les chansons de ses films étaient fredonnées un peu partout. Quand Khrouchtchev et Boulganin visitèrent l'Inde, ils furent accueillis chaleureusement. Nehru demeurait persuadé que ces relations cordiales n'entravaient en rien sa politique de non-alignement et rappelait sans cesse que l'Union soviétique n'avait pas de passé colonialiste et que la déclaration des Nations unies démontrait que les soviétiques étaient tournés vers les pays récemment décolonisés. Sur tous les faits coloniaux, comme sur l'apartheid ou sur le désarmement, les Russes votaient, les Soviétiques votaient comme les pays non alignés. Donc, l'Union soviétique n'avait pas de passé colonial classique. Il n'avait pas de colonie outre-mer, en Afrique ou aux Caraïbes, ou dans une quelconque partie de l'Asie. Donc, sur tous les sujets abordés aux Nations Unies, les Américains, les Britanniques et les Français votaient contre notre mouvement. Les Russes étaient avec nous. Donc, inévitablement, nous avions de bonnes relations avec eux. Mais cela ne signifie en aucune manière que notre mouvement était soumis à qui que ce soit. Il ne l'était pas. Les idées développées par Nehru dans son Churchill furent mises à rude épreuve. En 1962, l'armée chinoise attaqua la frontière du Nord-Est. Les 12 jours de guerre aboutirent à une seule issue. Une armée indienne mal préparée et sous-équipée était encerclée par les troupes de Mao. Mais avant même que Nehru n'ait eu le temps de demander l'aide militaire des deux grandes puissances, la Chine déclara le cessez-le-feu. Pour beaucoup, ce fut l'un des grands revers de Nehru en matière de politique étrangère et une grave fracture dans son idéalisme. Mais Nehru ne fit pas de compromis. La trahison chinoise le dérouta un peu, mais il donna quand même son appui aux Chinois pour leur siège au Conseil de sécurité des Nations unies. En 1962, lorsque les Chinois nous ont attaqués, nous avons voté l'entrée de la Chine aux Nations unies, pour être sûr qu'ils conduiraient une politique étrangère en accord avec certains de nos principes. Le fondement de la politique étrangère indienne avait été forgé même bien avant que l'Inde ne gagne son indépendance. Nehru et ses collègues avaient vu les luttes des autres pays et en tirèrent des leçons pour eux-mêmes. En 1927, Nehru partit pour Bruxelles pour parler de la lutte de l'Inde pour l'indépendance et en juin 1938, on le retrouva en Espagne lors de la guerre civile. La vision du monde de Nehru était marquée par la lutte de son pays pour l'indépendance. Dans sa longue bataille contre l'Empire britannique, il avait expérimenté les conséquences du colonialisme et vu que des siècles de colonialisme avaient paralysé la croissance industrielle de son pays. Il avait vu la pauvreté et la famine ravager les plus riches parties de la campagne et la pauvreté s'emparer de la masse rurale. Mais grâce à Nehru et à ses collaborateurs, et en dépit de sa lutte contre les colonisateurs britanniques, l'Inde entra dans le Commonwealth immédiatement après être devenue une république. Dans les années à venir, l'Inde allait jouer un rôle majeur dans ce club qui comprenait les anciennes colonies de l'Empire britannique. Dans la bataille pour l'indépendance,
Le Mahatma Gandhi, le père spirituel de Nehru, avait évolué et il offrait au monde une nouvelle doctrine, celle de la non-coopération pacifique. Il fascina le pays et le monde entier avec sa politique de non-violence et son mouvement de masse. Le Mahatma Gandhi allait être un exemple pour des millions d'hommes et de femmes qui eux-mêmes combattaient la tyrannie du racisme et de l'apartheid. Dans les 500 dernières années, la meilleure chose qui soit sortie d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique est le mouvement de non-violence et de non-participation du Mahatma Gandhi. Il a ajouté une nouvelle dimension à l'activité politique, et cette dimension a rendu possible la défaite du plus puissant empire de l'histoire. Et tout cela de son fait. C'est une remarquable réussite. Il a aussi influencé le pasteur Martin Luther King aux États-Unis, un prêtre en Belgique, le père Pierre, le chef Albert Letouré en Afrique du Sud. Donc son influence morale était beaucoup plus grande internationalement que son influence politique. Poussé par les idéaux du Mahatma, l'Inde adopta une position de principe en faveur du désarmement. Le champignon atomique symbolisait une nouvelle horreur. À cette époque, la crainte atomique hantait la sécurité mondiale. À chaque forum international, l'Inde s'opposait à l'irrationalité et aux horreurs qui résulteraient d'une course à l'armement nucléaire. De plus en plus, nous vivons sous un régime de terreur. La terreur de quoi? La terreur qu'une grande catastrophe, une guerre, va s'abattre sur nous. Un désastre résultant des armes nucléaires qui seraient utilisées. Et l'avenir de la survie du monde est en péril. La mort de Nehru en 1964 marqua la fin d'une ère dans la politique indienne. Mais cela n'altéra pas la perception qu'avait l'Inde de son rôle dans les affaires internationales. On avait tiré les leçons de la guerre avec la Chine en 1962. Lorsque le Pakistan attaqua l'Inde en 1965, celle-ci put aisément riposter à l'agression. Avec l'intention de mettre fin à la guerre, les soviétiques invitèrent le Pakistan et l'Inde à Tachkent. Une ligne de cessez-le-feu fut choisie et un pacte de non-agression signé. Lal Bahadur Shastri avait gagné une paix honorable pour le pays. Mais la nuit où il signa le traité, il fut terrassé par une crise cardiaque et mourut. Le 25 janvier 1966, Indira Gandhi fut élue Premier ministre de l'Inde. C'est sous son ministère que l'Inde retrouva sa place au centre de la politique internationale. Dans le cadre de la philosophie de Nehru, le non-alignement était la pierre angulaire de ce programme. Tandis que Madame Gandhi confortait sa position en politique intérieure, l'Inde commençait à être de plus en plus en vue dans l'arène internationale. Mais l'embellie fut de courte durée. En 1971, les événements qui éclatèrent au Pakistan projetèrent une ombre sur l'Asie du Sud. Et les problèmes au Pakistan oriental commencèrent à faire peser une menace de guerre civile. Des millions de réfugiés commencèrent à traverser la frontière afin d'échapper au génocide. La guerre était inévitable. Mais alors même que l'Inde se dirigeait vers une rapide et décisive victoire militaire, les États-Unis envoyèrent leur 7e flotte, armée avec des armes nucléaires, vers la baie du Bengale. Ce fut un grand succès pour l'Inde lorsqu'elle réussit à faire se rendre rapidement le général Niazi du Pakistan et pas loin de 90 000 soldats pakistanais devant le général Jagit Singh Arora d'Inde. Le Bangladesh, un nouveau pays, était né.
Jinnah avait demandé la partition en 2 nations pour des raisons religieuses. Mais sa théorie fut discréditée quand le Bangladesh se détacha du Pakistan. Banga Bandhu Mujibur Rehman fut accueilli chaleureusement à Delhi sur sa route pour Dacca quand il fut élu Premier ministre. L'Inde non alignée avait réussi à résister à la pression diplomatique exercée par une superpuissance pendant cette crise. Il y avait une pression considérable sur nous, du fait des Occidentaux, pour que nous laissions les militaires pakistanais réprimer le mouvement pour l'indépendance du Bangladesh. Il est bien connu que Nixon a envoyé un avion de transport à partir du centre de commandement du Pacifique. Mais Madame Gandhi a déclaré « J'en assumerai toutes les conséquences, mais je terminerai cette opération ». Dans un geste politique, Indira Gandhi signa l'accord de Shimla en 1972 avec Zulfikar Ali Bhutto, alors Premier ministre du Pakistan. Tous les prisonniers de guerre pakistanais retournèrent dans leur pays et il fut décidé que toutes les dissensions à propos de l'Inde et du Pakistan seraient réglées bilatéralement. C'était un point important dans la diplomatie indienne et cela eut des répercussions politiques positives pour Indira Gandhi. La politique étrangère de l'Inde était par nature anticolonialiste et antiraciste. Lorsque Rajiv Gandhi se trouva à la tête du pays, il demanda des sanctions économiques à l'encontre du régime sud-africain qui pratiquait l'apartheid. Lors du sommet du Commonwealth, il demanda à Margaret Thatcher, alors Premier ministre de l'Angleterre, de sanctionner l'Afrique du Sud. Madame Thatcher le refusait. Il a dit, devant l'Assemblée du Commonwealth et aux Nations Unies, qu'il n'accepterait pas cela. Il y a un point où nous nous retirons du Commonwealth. Il a dit, nous pouvons partir. Je partirai aussi du Commonwealth. Sans l'Inde, le Commonwealth est une organisation qui est absolument vide. Il joua aussi un rôle très important en demandant aux nations non alignées de former l'Africa Fund. Nous rencontrerons des problèmes quand les sanctions seront appliquées. Il y aura aussi des problèmes venant des mesures de rétorsion ou des sanctions, ou quelle que soit la manière dont vous les appeliez. Mais l'Afrique du Sud a besoin de ces mesures. Nous les aiderons à surmonter cela. Nous, les Indiens, nous essayerons de les aider. Des années plus tard, lorsque le régime d'apartheid en Afrique du Sud fut aboli, Nelson Mandela s'en souvint. Après l'effondrement de l'Union soviétique et la propagation de l'idée d'unipolarité mondiale, la politique étrangère indienne perdit de son influence. Mais tandis que de nouvelles opportunités s'ouvraient, on ne peut pas dire que les tensions dans le monde diminuaient. Des sentiments d'exclusivité et d'agressivité continuaient à déchirer des édifices sociaux construits au fil des siècles, avec des conséquences désastreuses pour le développement, la paix et la sécurité. La voix des pays développés n'a jamais été davantage ignorée ou négligée. Les experts proclament que l'importance du non-alignement n'a jamais été mise en doute, mais que son efficacité dépend de la volonté collective du mouvement. L'Inde semble déterminée à défendre ses convictions. Il ne s'agissait pas seulement d'essayer d'éviter de faire partie d'un quelconque camp. C'était la raison du mouvement des non-alignés. Il y avait des inquiétudes, des questions quant à la situation des pays du Sud. Il y avait des inquiétudes liées à la question du tiers-monde. Il y avait des questions liées aux nations émergentes. Questions qui demeurent même après que le mur de Berlin soit tombé. La chute du mur de Berlin a tout changé pour les pays de l'Est et de l'Ouest. Mais cela n'a pas changé grand-chose pour les pays du Sud. L'Inde est confrontée au fait que les énormes défis auxquels fait face le monde d'aujourd'hui doivent être gérés par les Nations Unies. Cette institution doit être réformée pour correspondre aux réalités actuelles. Le Conseil de sécurité doit être représentatif afin de renforcer sa légitimité et son efficacité. Tous les critères objectivement définis sont favorables à l'entrée de l'Inde dans cette organisation.
L'Inde a pris une initiative importante en renforçant ses relations bilatérales avec ses voisins, tant de manière individuelle que dans le cadre du SAARC, l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale. Elle a consolidé ses liens avec les pays d'Asie et étendu ses liens économiques avec les pays de l'océan Indien. 50 ans après l'indépendance, les principes de la politique étrangère indienne tiennent toujours compte des besoins de la nation, et l'Inde poursuit son rôle de porte-parole en faveur des pays sous-développés. L'âge de la colonisation est maintenant peut-être fini, mais de nouvelles formes de domination et d'impérialisme persistent. Au cours des ans, le pays a été confronté à des menaces extérieures et il a fait face à des défis intérieurs complexes. Il doit adapter sa politique étrangère pour protéger son pouvoir de décision et son autonomie d'action face à toutes les politiques hégémoniques et tous les monopoles économiques.